quelque part en Méditerranée orientale. Le Charles de Gaulle est pris pour cible par un agresseur inconnu. Charles de Gaulle, en raison de la menace prime, toujours présente. Locaux, j'écoute. Oui, pour un point de situation tactique, s'il te plaît. Donc actuellement, on a toujours un drone hostile qui orbite autour de nous, hors portée de notre système d'armes. Donc on reste sous menace missile. À bord, c'est le branle-bas de combat. Ok, à tous de commandement. Détection tribord 90. Tout le monde se replie sur bâbord. Missile à 5 nautiques. C'est dans 3, 2, 1. Impact. Allonge-toi, allez, on lui pose le garrot. Bien sûr, il ne s'agit que d'un exercice. Mais dans le contexte actuel de montée des tensions, jamais les marins et les aviateurs ne se sont entraînés avec plus de réalisme. Feu à gauche en rentrant. Feu sur un tableau électrique. Zo. Viens-moi. Tout le monde va bien ici? Oui, mini vérification. Ma priorité actuelle, c'est l'autodéfense. Dans n'importe quelle configuration du vol, on sera prêt pour toute éventualité. C'est excitant. Allez les gars, le directeur. Le directeur avec moi. On est capable de tout faire à bord. On essaye de faire 1700 baguettes tous les soirs. Parce que c'est notre maison. 75, brin 2, miroir et caméra pareil, commandant. Le Charles de Gaulle est un atout stratégique pour la France. Sorti des chantiers de Brest en 1994, le Charles de Gaulle est inauguré par le président François Mitterrand. Dont le discours, 30 ans après, résonne étrangement avec les défis d'aujourd'hui. Il s'agira du plus grand bâtiment construit dans nos arsenaux depuis la dernière guerre. Il n'y a aucune raison, en effet, pour que les 350 millions d'Européens rassemblés au sein de l'Union européenne ne puissent développer ensemble les moyens de leur sécurité. Instrument politico-militaire et stratégique, le Charles de Gaulle a été engagé dans la plupart des conflits internationaux auxquels la France a participé depuis 25 ans. Afghanistan, Libye, Irak et Syrie contre Daesh. Protection du flanc sud de l'OTAN depuis la guerre en Ukraine. Les machines en 105. Les machines en 105. En dehors des États-Unis, seule la France possède un porte-avions digne de ce nom. C'est-à-dire doté des équipements permettant de décoller et d'atterrir sur le pont. Ces mensurations en font le plus gros bâtiment de la Marine nationale. 260 mètres de long, 64 de large, haut comme un immeuble de 25 étages. Son poids, 42 000 tonnes, soit 4 fois la Tour Eiffel. 18 ponts, des kilomètres de coursives où se croisent jour et nuit 1800 marins et aviateurs. Les femmes composent 15% de son équipage. Je vais pas tout faire, hein. Propulsé par 2 réacteurs nucléaires, ce qui lui donne une plus grande autonomie qu'un navire fonctionnant au fioul, il emporte jusqu'à 40 avions de chasse, le Rafale dans sa version marine, 2 avions radars et plusieurs hélicoptères.
Suce de matheux et gueule de jeunes premiers, les pilotes de chasse sont les stars du Charles de Gaulle. C'est pour eux que les 1800 marins du porte-avions s'activent sans interruption. Les entraînements s'enchaînent de jour comme de nuit, se durcissent, comme disent les militaires. On s'entraîne en permanence, faire face à une menace, qu'elle soit aéromaritime ou à des autres avions. Et donc c'est pour ça qu'on s'entraîne à développer nos tactiques de combat aérien. Donc ça, c'est notre leitmotiv. Et on assure également notre présence avec nos rafales dans les airs et le groupe aéronaval. Dans un contexte international de plus en plus tendu, les marins du Charles de Gaulle ne cessent de se préparer au combat. On peut avoir des avions qui sont armés avec de l'armement des MICA, donc c'est des missiles si on est amené à intercepter un avion ennemi par exemple. Et également, on peut emporter de l'armement air-sol si on doit faire des frappes sur des infrastructures, des objectifs désignés. Alors, la pression, elle est toujours permanente dans notre métier. Et le fait d'être catapulté d'un bateau, on fait un 0-200 km/h en quelques secondes. Le fait d'être en l'air, de voir un petit bateau et de se dire bah, il faut que j'apponte, il faut que je rentre sur le bateau, ça c'est grisant. À la manœuvre, les fameux chiens jaunes, dont la chorégraphie ordonne les décollages. Dans un ballet bien réglé, mélange d'agilité et de compétence. Catapultage du Hawker, il y a un midi 40 suivi de 7 rafales, midi 45. Dans la joie et la bonne humeur. Et chaque personne sur le point de vol a son petit rôle prédéfini. C'est nous qui allons préparer la pontée, sortir les avions de chaque spot et préparer la mise en œuvre pour que tous les avions soient catapultés. On fait rouler les avions et on les place sur chaque catapulte en fait. Et le balai en fait continue. Aviette, commandant. Aviette. Tu es pareil? On est pareil. Vert. Vert. À bord d'un porte-avions, le décollage s'appelle le catapultage. Avec une piste d'à peine 75 mètres, le défi est de taille. La vitesse du vent, celle du navire, la puissance de la catapulte, autant de paramètres à prendre en compte. Là, on est en train de tensionner l'avion et on va le lancer. On s'en lasse pas vraiment. Les chefs de piste en blanc verrouillent le train avant du Rafale sur la catapulte, laquelle est actionnée par de la vapeur. Puis, c'est au tour des chiens jaunes de s'assurer que la voie est libre avant de donner leur feu vert. Nous, ce qu'on garantit, c'est que le pilote va voler en 75 mètres, longueur de la catapulte. Ce qui n'est pas une mince affaire. En tout cas, ça défie un peu les lois de la physique. En 2 secondes, l'avion atteint la vitesse de 250 km/h. 5 à 6 G de poussée pour le pilote et son appareil. Depuis sa guérite, au ras du pont, l'officier de lancement actionne la catapulte. Là, on est dans la cabine latérale de la catapulte latérale. Voilà, donc on est au niveau du pont d'envol. On est au ras du pont. On a les têtes à peu près 10-15 cm au-dessus du pont d'envol pour venir ici mettre en œuvre la catapulte latérale et avec mon opérateur venir catapulter les avions. Ce système de catapultage, appelé catobar, n'existe que dans les marines américaines et françaises. À bord du Charles de Gaulle, il permet de faire décoller un avion toutes les 30 secondes. Catapult. Vu catapult. Viens partout. Et on est pareil. Va doucement. Descends pas de. Oui. Attention ici, local vapeur. Attention de ne pas toucher les géos, les sont brûlants.
Donc là, ce qu'on voit ici, c'est la vanne de lancement. Donc c'est la fameuse vanne qu'on vient régler, qui vient injecter la bonne quantité de vapeur. Cette vapeur nous vient des 2 réacteurs nucléaires du Charles de Gaulle. Tout est catapulté grâce à cette grosse vanne qui est vraiment l'élément le plus important au niveau des catapultes. Donc ici, c'est vrai que c'est un local où il fait très chaud et une grosse humidité. La tour de contrôle du Charles de Gaulle, c'est la passerelle, où se trouvent les officiers de quart chargés de la conduite du navire. Sur les vitres, des ordres écrits à la main pour pallier toute déficience électronique. La passerelle, c'est d'ici qu'on conduit le bateau. Donc on a toute une équipe de quart en permanence qui se relève régulièrement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quand on est en mer. Et c'est ici qu'on conduit le bateau et qu'on met le bateau dans les meilleures positions, au bon endroit, pour assurer la mission qui est la nôtre, qui est de catapulter et ramasser les avions, de manière à ce que les avions partent faire leur mission. On conduit le porte-avions avec... on tient la barre, c'est le volant de la voiture, c'est une barre. La barre du bateau, c'est un joystick. Ce barreur qui tient le joystick met le bateau sur un cap qu'on lui donne. C'est là aussi que se tient le commandant du navire, le Pacha. La situation nautique est claire? Très bien. Reçu. Parfait. Depuis 2023, c'est le capitaine de vaisseau Georges-Antoine Florentin, un Jurassien, qui commande le Charles de Gaulle. À 48 ans, il a la responsabilité de l'une des pièces les plus importantes de l'outil militaire de la France, son seul et unique porte-avions. Alors le Charles de Gaulle est fait pour mettre en œuvre l'aviation embarquée. Tous les soirs, je signe une feuille des vols pour le lendemain. C'est la partition que nous allons jouer le lendemain. C'est une machine qui ne s'arrête jamais, nuit et jour, et ce pendant parfois plusieurs semaines. À bientôt 24 ans, le quartier-maître Oriane, elle, en est à son 2e embarquement. On se met du même côté ou tu vas à gauche? Du même, comme d'habitude, on ne change pas les... Je vais à l'arrière. T'es sûr? J'aime bien. Avant de s'engager, Oriane étudiait les métiers d'art. Aujourd'hui, elle a la responsabilité de déplacer des avions qui coûtent 80 millions d'euros pièce. Donc on est en train de tout mettre en manavia, donc ça s'appelle détendre les saisines. Donc on fait attention à ce qu'on enlève tout et que rien ne reste sous l'avion quand ça part, parce que sinon après ça peut causer des accidents. Dès que ça va commencer à démarrer, ils vont nous envoyer sous l'avion, on va enlever les saisines et ça va permettre aux pilotes après de pouvoir partir sur la catapulte. Une fois que ça sera parti, moi j'ai juste à attendre en fait que ça revienne. Et c'est quand ça va vraiment revenir que ça va bouger un peu, parce qu'il y aura tout à placer. En fait, il y a des spots pour les avions que les tirechefs vont placer eux-mêmes. Et nous, on suit les directives et on les place en fait à la fin. Mais c'est vraiment là que ça se joue. Là, il n'y a pas grand-chose à faire pour nous à part attendre. Ça fait beaucoup de bruit. Les premiers jours, j'étais vraiment stressée. J'avais peur de faire des bêtises sur un truc qui coûte aussi cher. Mais ça fait bizarre d'être là, parce que c'est un univers particulier d'être sur le Charles en plus, en pleine mer. Ça fait plusieurs mois qu'on est là. Mais on est toujours pas habitués. Ça fait toujours plaisir de voir des catapultages, c'est marrant. Avant tout départ en mission, le premier à décoller, c'est le Hawkeye, l'œil de faucon. En l'air, ce bimoteur de conception américaine est à la fois les yeux et les oreilles des pilotes de Rafale, comme du commandement à bord du Charles de Gaulle.
On est dans l'immense espace, comme vous pouvez le constater, à l'arrière du Hawkeye, qui est l'avion de détection et de guet aérien. C'est un avion qui est catapulté depuis le Charles de Gaulle. Et sa mission première, c'est d'apporter la situation tactique, aussi bien maritime qu'aérienne, au profit du porte-avions. Il faut vraiment voir le Hawkeye comme un petit poste de commandement volant. Notre rôle, c'est notamment de la surveillance, c'est de la détection d'éléments électromagnétiques qu'on pourra voir dans l'espace aérien autour de nous, c'est d'identifier des bâtiments suspects. Quand je dis bâtiments suspects, ça peut être n'importe quel bateau de pêche qui se rapprocherait trop du porte-avions, ça peut être un avion qui ne répond pas à nos communications radio. C'est énormément de choses. Pour vous donner un ordre d'idée, si on mettait le Hawkeye au centre de l'espace aérien français, on est en mesure d'éclairer l'ensemble de l'espace aérien métropolitain. Un peu de pied à droite. Voilà. 2 points plus tard. Une fois posé, le Hawkeye replie ses ailes pour prendre moins de place sur le pont du Charles de Gaulle. Et son retour annonce celui des Rafales. Donc là, on va en plateforme officier d'appontage. Moi, je vais prendre les jumelles et je vais regarder quand le Rafale va sortir, si tout est sorti, si la crosse, les volets sont baissés et si les trains sont sortis aussi, pour que tout soit bon pour l'appontage, que tout soit sorti. Moi, je vais faire signe aux officiers d'appontage qui sont sur la plateforme que tout est bon et tout est paré en fait pour qu'ils puissent apponter sans problème. Je regarde si le Rafale a les trains qui sont de sortie, si les volets sont baissés et si la crosse est sortie aussi pour accrocher les bras. Et si les 3 sont bons, en fait, je fais signe du coup que les 3 sont corrects à l'officier d'appontage qui est juste là. Ça, c'est train, volet et crosse. Et donc, en fait, si je fais les 3 en même temps, c'est qu'il y a tout. Et s'il manque un élément, en fait, je baisse le doigt qui correspond en fait à l'élément qui manque. Et l'officier d'appontage, il pourra en fait lui prévenir le pilote qu'il manque quelque chose. Ok, on passe au poste d'appontage dans 10 minutes, les gars. Ensuite. Plus un porte-avions est long et plus un porte-avions est lourd, et mieux il va résister au phénomène de tangage. Quand le pont bouge, c'est beaucoup plus difficile pour le pilote d'apponter, et c'est également pour l'officier d'appontage qui est à l'arrière beaucoup plus difficile également d'estimer si oui ou non la trajectoire de l'avion va être conforme et que l'avion se présente bien sur l'axe de la piste libre. Se poser sur le pont d'un porte-avions est toujours une opération délicate. Train, volet, crosse. Ça nécessite de l'entraînement, donc de l'expérience. C'est jamais simple au début. Avec le temps, on développe des mécanismes, mais ça reste toujours une remise en cause. Un pilote qui revient d'une mission longue, par conditions de mer délicates, avec un bateau qui bouge de nuit, doit toujours garder suffisamment d'énergie pour pouvoir revenir à bord avec le peu de pétrole qui lui reste dans sa machine. Donc ça nécessite des nerfs et ça nécessite de l'application. Ce qui est en train d'être relâché, c'est tout le kéro en fait avant l'appontage. Guidés par les officiers d'appontage, eux-mêmes pilotes chevronnés, à droite. Le chasseur n'a que quelques secondes pour trouver la bonne trajectoire. Lorsque l'appareil touche le pont, la crosse doit attraper l'un des 3 brins d'acier destinés à l'arrêter. Tu ne vas pas à droite. Un peu haut. S'il le manque, le pilote remet les gaz et repart pour un tour. Les marins appellent ça un bolter. Les 3 brins
portent des noms tirés de la mythologie grecque. Athéna, Aphrodite et Andromède. Les meilleurs pilotes sont ceux qui réussissent à attraper la déesse de l'amour. C'est une ambiance particulière parce que ça fait très famille. C'est toujours les mêmes équipes, on est toujours avec les mêmes personnes, donc au final ça crée quand même beaucoup de liens. Et c'est des moments qu'on ne peut pas vivre, enfin que j'ai pas retrouvé en tout cas dans les métiers que j'aurais pu faire en fait dans le civil. Quand on est là, on se sent important parce que tout est utile. Chaque petite chose en fait compte. Peu importe le métier qu'il y a à bord, en fait tout compte. Et s'il y a quelque chose qui marche pas sur le bateau, ça va forcément créer des... Ça fait effet domino en fait. Il faut que tout fonctionne pour que ça soit bien pour tout le monde. Les 1800 marins du Charles de Gaulle apportent leur pierre à l'édifice au bon endroit, au bon moment. Et chacun, à son niveau de responsabilité, fait en sorte que la décision qui a été prise puisse être mise en œuvre. Et ça, c'est d'abord une grande affaire de confiance. Outil de puissance capable de parcourir 1000 km en moins de 24 heures, le Charles de Gaulle ne navigue jamais seul. Il est le navire amiral d'une escadre appelée Groupe Aéronaval, composé d'au moins 2 escorteurs, des frégates, d'un sous-marin et d'un bâtiment ravitailleur. La force du groupe aéronaval, c'est de pouvoir durer en mer, parfois des dizaines de jours, voire des mois. Et pour ça, on a besoin d'un cordon ombilical qui nous relie à la terre. Et c'est le rôle de la marne, que vous voyez ici, qui, elle, va faire ses allers-retours entre la force, le porte-avions, nos ports d'appui. Et donc ce rôle de navette, c'est elle qui va le jouer. Et ça va nous permettre en contrepartie de pouvoir durer longtemps en mer, de produire des effets avec ce qu'on appelle donc l'autonomie du groupe aéronaval. Il fait super froid, donc c'est peut-être ça qui risque de nous déstabiliser. Donc je vous demande vraiment de vous concentrer, même si c'est court. Il va faire méga froid, les gars. Tout le monde est couvert, c'est bon? Donc du coup, comme l'a dit la seconde là, il va y avoir 32 palettes uniquement en out. D'accord? Donc ça va aller rapide. Les transpalettes, comme l'a dit, vous venez en tirant le transpalette. Le fuse, une fois que il est dans sa mare, je te rappelle que personne ne vient sur la zone. Personne. Même si le commandant veut venir, il vient pas. C'est super dangereux. Et là, c'est ouverture de la boîte à gifles, ok? Donc personne ne vient sur la zone. Ça, c'est ton boulot. « 52 mètres !» Quand un bateau se déploie à la mer, il a besoin de durer. Et pour durer, même sur un porte-avions nucléaire comme le Charles de Gaulle, on a besoin de ravitailler régulièrement. Pourquoi ? Déjà pour nos avions qui consomment du kérosène tous les jours en grande quantité. Et donc globalement, environ tous les 10 jours, le porte-avions a besoin de remplir ses soutes de kérosène pour ses avions. Et là, on parle de l'ordre de plusieurs milliers de mètres cubes qui sont ravitaillés. Il ne faut pas oublier non plus d'autres éléments comme les munitions, notamment quand on est dans des opérations de combat. Régulièrement, on va devoir recompléter en munitions, que ce soit des bombes, des missiles pour nos avions notamment. Et puis enfin, il y a toute la gestion des déchets aussi qui est importante, puisque le porte-avions produit des déchets tous les jours, les stocke, mais à un moment a besoin de les évacuer et c'est à ça que sert aussi un ravitaillement à la mer. Un bateau a également besoin de vivre pour son équipage. Sur le porte-avions, un équipage, c'est 1800 personnes qui ont besoin d'être nourries 3 fois par jour. Et vous imaginez bien que pour pouvoir faire tous ces repas-là, on a besoin de se ravitailler régulièrement en vivres. Donc là aussi, de l'ordre de tous les 10 à 15 jours, on a besoin de faire nos pleins, notamment en vivres frais. Entre deux vols, les Rafales sont bichonnées comme des Formule 1 par une armée de mécaniciens. À bord du Charles de Gaulle, on est dans le hangar avant. Donc il y a 2 hangars, il y a le hangar avant et le hangar arrière. On est capable de tout faire à bord. On a tous les ateliers qui vont faire toutes les maintenances des équipements. L'avion revient de vol, techniquement, sur le pont. On détecte des pannes dessus. Il va descendre dans le hangar et il va être dépanné. Là, on voit les porteurs, du coup les mécaniciens, qui vont déposer un moteur de Rafale et qui vont en mettre un autre. En fait, et à bord, on est capable de reconditionner ces moteurs pour le ressortir
à l'état neuf. Et là, le moteur qu'ils vont déposer, il va aller en atelier. Ensuite, peut-être, je sais pas, dans la journée, il va revenir et puis on pourra le poser sur un nouvel avion. Alors, par quoi tu commences quand tu arrives sur l'avion? Ouais. Ensuite, tu vérifies quoi? Tu vérifies la cellule? Je vérifie la cellule tout en avançant. Ouais, ok. Je viens juste raccorder les tuyauttes et je viens laisser les freiner, en fait, les empêcher de se desserrer avec les vibrations que au vol, en fait. Les tuyauttes? Les tuyauteries. Ah, tuyauterie, d'accord. Du fait que ça vibre beaucoup, en fait, on est obligé de faire en sorte qu'elle ne se desserre pas justement avec des vibrations. Et du coup, pour ça, le moyen qu'on a, c'est de les freiner en fait avec du fil à freiner. Les avions sont quand même mis à rude épreuve du fait que ce soit des jeunes pilotes qui n'ont pas forcément la technique adéquate pour faire les appontages en bonne et due forme. Des fois, ça brutalise un peu plus les avions. Et tu vérifies quoi? Je vérifie la trappe qu'elle soit pas impactée, pas déformée. Mais chaque maillon est très important. Du premier au dernier maillon, du retour de vol au nouveau départ en vol de l'avion. C'est une chaîne. Parce que sans tous ces techniciens, les vols, ils ne pourraient pas se faire. Installés comme au balcon de ce grand théâtre mécanique, des appareils à garder la forme. C'est plus des moments d'échappatoire un petit peu. Je pense que tout le monde a besoin pendant la mission. Penser à autre chose, souffler un petit peu et juste décompresser pendant ne serait-ce que quelques minutes pour après reprendre un petit peu d'énergie et partir sur autre chose. À la longue, on s'y habitue presque, mais c'est juste hyper grisant d'avoir l'impression d'être presque dans Top Gun et de voir les avions catapulter tous les jours. On oublie parfois la chance qu'on a. Ça fait du bien de temps en temps aussi d'avoir un œil extérieur et de se rappeler la chance qu'on a à bord du porte-avions. Notamment au moment du catapultage, je pense qu'on savoure tous un petit peu ce moment d'adrénaline qui est offert par la marine. Ça fait en fait depuis que je suis tout petit que je voulais être pilote. Et je sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai toujours voulu être pilote dans l'aéronaval. C'est toujours le porte-avions qui m'a attiré. Je trouvais ça sympa, cette idée d'opérer depuis finalement une piste qui peut aller n'importe où. On peut être projeté, que ce soit en Méditerranée, dans l'océan Indien. Enfin, vraiment, ça fait varier le spectre des missions, à mon avis, parce que je ne suis pas encore opérationnel, mais en tout cas, c'est comme ça que je voyais quand j'étais jeune. Et oui, c'est toujours ce que j'ai voulu faire et c'est génial de pouvoir être là aujourd'hui et de continuer un peu dans cette voie que j'ai toujours voulu suivre depuis que je suis jeune. Tous les ans, une dizaine de jeunes pilotes de l'école de l'aviation embarquée se qualifient à l'appontage. Étape cruciale d'une longue formation avant d'être pleinement opérationnel. Ça, c'est si jamais on prend feu, et ça me tient chaud si jamais on tombe à l'eau. Ça, plus la combinaison, ça va nous permettre de survivre un peu plus longtemps, quoi. Et par-dessus, on a mis le pantalon anti-G, qui est globalement des poches d'air qui vont se gonfler en fonction du facteur de charge qu'on va prendre. Et par-dessus, on a un jet de combat avec un jet de sauvetage qui va se gonfler une fois qu'on sera dans l'eau. On fait en sorte de les mettre le plus en confiance possible pour qu'ils puissent ensuite s'occuper uniquement de leur avion. On essaye de faire en sorte qu'ils soient moins stressés et comme ça ils peuvent vraiment se concentrer sur leur vol. Donc on met l'accent encore plus sur tout ce qui est sécurité. On fait attention à eux, à leur sécurité. On vérifie encore plus leur tenue pour qu'ils puissent voler dans les meilleures conditions possibles. Se poser sur une piste qui fait 2 km et quelques de long, c'est une chose. Se poser sur un timbre-poste, c'est autre chose. Donc ça exige c'est des années de formation, d'entraînement, pour arriver à cette petite semaine où tout se joue. Ce matin, Alexandre va tenter son 6e et dernier appontage.
Selon la tradition, s'il se qualifie, il aura alors le droit de se raser la moustache. On note systématiquement les pilotes pour leur débriefer leur performance et toujours donner un axe de progression. Il doit vraiment, dans un premier temps, s'assurer qu'il est bien sur l'axe de la piste. S'il est trop à gauche, trop à droite, il risque de détériorer les brins d'arrêt. Et surtout, s'assurer qu'ils suivent bien les ordres de descente pour venir sur la bonne trajectoire, sur la bonne pente. Donc, vraiment pour impacter au bon endroit sur le pont. Outre la voix de son officier, le jeune chasseur suit les indications du miroir, un panneau lumineux placé en bord de piste avec différentes couleurs, qui lui permet d'ajuster sa trajectoire. Pas mal, on devrait le faire. Ouais. Alexandre se rate à son premier passage. Mais se pose comme une fleur à son deuxième essai. Globalement, en fait, avant, on s'est entraîné pas mal à terre, donc à simuler comme si on appontait sur le porte-avions. Et ensuite, donc, depuis le début de la semaine, on a fait donc 6 appontages sur le porte-avions. Et en fait, ça, c'était un peu, comment dire, pour, je pense, gagner la confiance des officiers d'appontage qui sont là pour nous aider à nous ramener sur le porte-avions et leur montrer qu'on a les capacités et qu'on sait aussi les écouter pour que dans les conditions plus difficiles, on arrive aussi à ramener l'avion. L'appontage, quand on est au-dessus de la mer et que là on voit un porte-avions au milieu en plus d'autres bateaux, on voit des porte-containers et puis en plus là on voit les copains qui tournent autour du porte-avions et ensuite on doit se poser, ouais, c'est sûr que ça fait quelque chose. Prends bien le temps d'analyser. Si jamais, là c'était bien visible, tu as bien vu l'axe, si jamais le soleil se retrouve plus bas et que tu n'arrives pas à visualiser ou si tu n'es pas sûr, tu annonces. Tu sais ce que tu annonces? Perdu. Pont Négat, pour le pont. Voilà. Voilà, bon, tu te poses à la deuxième, ce qui fait que la première, ça se présentait pas si mal, mais tu ne facilites pas le travail parce que tu as un circuit qui t'amène à avoir une finale qui est vraiment courte, hein, tu es sur le bord plutôt légèrement en dessous des 15 secondes qu'on recommande. Et le temps de faire cette correction-là, finalement, tu t'envoles vers le bolter. Tu as une réaction saine, tu ne cherches pas à la ramener à ce moment-là, donc ça, c'est très bien. Comme disent les Américains, take your bolter like a man. Donc c'est ce que tu fais. Il est qualifié. Voilà. Aujourd'hui, c'était la première mission post-qualification, donc où il allait faire un vol, autre que juste un vol pour faire un appontage, mais bien un vol avec une mission simple et revenir à bord à l'issue. Donc voilà, bravo, merci. La mise en œuvre et la récupération des avions, des Rafales et du Hawkeye, ça nécessite d'être très précis sur le vent qui souffle sur le pont. Voilà. Et donc l'objectif, c'est d'aller mettre le bateau au bon endroit pour avoir les meilleures conditions possibles, donc au bon endroit sur la mer, pour avoir les meilleures conditions possibles pour répondre à ces contraintes de mise en œuvre. On a une carte sur laquelle vous voyez plein de petites flèches, et en fait les flèches que vous voyez là, c'est des prévisions de vent, petit carré par petit carré sur l'ensemble de la zone. Toutes les heures, j'ai une prévision de vent. Et donc, en fonction de ce vent qui est prévu, eh ben, je vais aller chercher la bonne veine de vent pour qu'elle réponde au mieux
aux conditions que je souhaite avoir sur le pont. C'est-à-dire que c'est vraiment le vent qui souffle sur le pont. C'est le vent que l'avion va avoir sous les ailes au moment où il va décoller. C'est exactement comme les coureurs du Vendée Globe qui vont chercher le bon vent pour aller le plus vite possible. Et ben moi, je fais globalement la même chose avec le porte-avions, sauf que ça répond à des critères un peu différents. Coupe d'humidité pour demain avec le vent altitude. Et puis du vent assez fort en altitude. Une perturbation va traverser la France demain et donc ça va s'instabiliser dans le bassin méditerranéen où on a nos exercices de prévus demain. Donc là, le but de la soirée, ça va être de trouver une zone abritée pour éviter tout ce qui va être mer assez impactante, donc supérieure à 2,5 mètres. On va avoir des creux jusqu'à 5 mètres au centre de notre zone. À bord du Charles de Gaulle, la moyenne d'âge est de 29 ans. Rien d'étonnant donc à ce que de jeunes marins de 20 ans se voient confier la sécurité du plus gros bateau de la marine française. Généralement, dans les films, on voit des gens derrière des radars, derrière des grosses consoles avec un trait vert qui tourne. Alors c'est presque ça. Nous, ça a évolué forcément. Mais le principe est le même, c'est-à-dire que je suis derrière un scope radar et je regarde les échos qui me sont retransmis par mes senseurs. Suite à ça, je classifie, j'identifie, je classifie et je rends compte à mon officier chef d'opération. Mon rôle principal, c'est d'assurer la sécurité nautique du porte-avions. Avec moi, j'ai mon opérateur qui m'aide à identifier et à classifier ces pistes-là. On fait remonter toutes ces informations en fait, vers l'officier de quart opération qui, lui, va prendre des mesures et va remonter ça au commandement. Là, on a une belle mer, une plutôt belle mer, et un beau temps. Donc, on va modifier tous nos paramètres. Éric Tabarly, en pleine transatlantique, sur son voilier, le Penwick 2, avait écrit un jour dans son journal de bord « Naviguer, c'est accepter des contraintes que l'on a choisies. » Et c'est un privilège. Et en effet, quand on part pour une mission comme ça, c'est vrai qu'à certains moments, la famille manque. On s'écrit, on a une agence postale à bord qui est faite pour ça. On peut également appeler la famille. À certains moments, c'est donc un privilège. Un porte-avions passe en moyenne un tiers de sa vie à l'arrêt pour des travaux d'entretien et de rénovation. C'est ainsi qu'en 2023, le Charles de Gaulle est resté 8 mois en cale sèche à Toulon. Ces 2 catapultes ont été entièrement démontées et restaurées. C'est comme tout, une voiture, on a des entretiens à faire. Là, la catapulte, c'est exactement pareil. On a de la vapeur, donc très haute température, il y a des chocs. Et on a aussi tout ce qui est l'environnement, donc il faut prendre en considération l'air marin avec tout ce qui est corrosion. Nous upgradons les capacités de ce bateau. Nous sommes en train de remettre à niveau les transmissions, qu'elles soient satellitaires ou radio. Et pendant toute la vie de ce bateau, eh bien, ces opérations vont se poursuivre pour maintenir les capacités du Charles de Gaulle aux meilleurs standards internationaux. La corrosion, la rouille est l'ennemi de tout ce qui va sur l'eau. La coque du Charles de Gaulle, l'équivalent en superficie de 4 terrains de foot, ses ancres, ses chaînes entièrement décapées ont retrouvé une nouvelle jeunesse. Les crustacés, toutes sortes de coquillages s'accumulent le long de la coque, pouvant faire perdre jusqu'à 2-3 nœuds de vitesse au bâtiment pendant des périodes de transit ou en opération. Les aménagements intérieurs ont aussi bénéficié d'un lifting. Nouveau réfectoire, nouvelle cabine et jusqu'à l'hôpital du bord, entièrement modernisé. Donc ici, vous êtes dans la partie qu'on appelle conventionnellement, communément, rôle 1 de l'infirmerie. Donc c'est la partie où on voit nos consultations, les aptitudes, où on accueille les urgences et la petite bobologie, puisqu'on a 2 salles de soins qui nous permettent de faire de la suture et de voir des urgences relatives. Vous voyez qu'ici, on a le scanner qui a été mis en place en 2018.
Donc là, je vais vous emmener vers le bloc opératoire qu'on a refait pendant cette dernière nuit 2023. Ça, c'est la partie déchocage. On a 2 spots de déchocage pour prendre en charge un patient réanimatoire comme dans n'importe quelle salle d'accueil, service d'accueil des urgences en métropole. Et ici, la partie bloc opératoire. Je vous laisse apprécier le résultat, qui est quand même assez étonnant et franchement de belle qualité et de bon niveau. L'idée étant de plus avoir un patient où on va lui proposer une chirurgie de sorte à attendre la prochaine escale pour le rapatrier en France. Mais avec la situation géopolitique actuelle étant ce qu'elle est, le bateau partant plus loin, plus longtemps, on souhaite pouvoir s'occuper d'un patient de A à Z, le diagnostiquer, le traiter, le garder à bord et le remettre au travail sans en aucun moment avoir à le rapatrier. Dans les entrailles du bâtiment, les coursives portent les noms de rues de la ville de Paris, la marraine du bateau. La vie à bord est d'abord réglée par les manœuvres. Mais ce gros bourg flottant possède aussi son épicerie, ses lieux de détente, son bureau de poste, sans oublier ses réfectoires. Les quelques 250 femmes de l'équipage disposent de cabines dédiées, appelées les postes. Quand on est éloigné de notre famille, on essaye de se raccrocher un peu à ce qu'on a et de vivre avec 21 filles, on apprend à se connaître. Et c'est comme la famille, hein, du coup, on est contente d'être ensemble. Parce que quand on a des coups bas, c'est elles qui vont nous remonter le moral, c'est avec elles qu'on va rigoler, donc c'est bien qu'on soit tous ensemble. Il y a des moments où on est fatigué, on se demande en fait qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on s'est engagé, on remet toute notre vie en question. Mais c'est des phases, c'est passager, après ça repasse, il suffit juste d'en parler et de pas le garder pour soi, en fait, pas de s'enfermer. Il faut toujours en discuter parce que sinon ça devient trop compliqué à vivre. Faut pas garder ce qu'on a pour nous. Souvent on se met tous ensemble autour de la table, on met de la musique à la télé, on joue aux jeux de société, on discute, on boit des cafés, des thés le soir. Donc on est tous amis, tout le monde rigole, on est toutes là les unes pour les autres, donc c'est important. Plus ça va et plus il y a de filles, ça fait plaisir à voir. Parce qu'on arrive à trouver notre place malgré tout, et puis à prouver aussi que nous on a les capacités, donc c'est bien. Moi je suis fière de faire un métier qui est censé être masculin. Moi je trouve que les filles on a totalement notre place dans notre métier et ça c'est indiscutable. Et j'en suis très fière. Chaque cabine est équipée de 21 couchettes. On n'est jamais seul à bord du Charles de Gaulle. Dans les coursives, le rouge est mis, le signal qu'il fait nuit pour tous ceux qui vivent et travaillent dans les entrailles du bâtiment et voient donc rarement la lumière du jour. Comme par exemple les 2 boulangers. On compte une baguette par personne par jour. On est 1700 à bord environ au dernier compte et du coup on essaye de faire 1700 baguettes tous les soirs. C'est amusant, c'est stressant mais c'est sympa. C'est une bonne adrénaline. Je suis fier, je suis content parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir cette chance-là. Moi je suis cuisinier de base, j'ai un bac pro et BEP. J'ai fait quelques petits bateaux aux alentours, des petits bateaux où je me suis perfectionné dans tous les domaines, que ce soit pâtisserie,
Pâtisserie, cuisine, boulangerie. Chef boulanger à 20 ans, c'est sympa, surtout sur un gros porte-avions comme ça. On sait jamais. C'est bien, c'est qu'elle se range toute seule. Là, on va passer à peu près la moitié de la nuit à faire tous les muffins. Et donc, ouais, 1200 muffins pour tout le bord, pour le petit déjeuner, le matin à 5h30, 6h. Les amis, au début, ils comprennent pas. Ils se disent, t'es militaire, mais t'es boulanger. Enfin, c'est... Je dis bah oui, il faut bien qu'il y en ait. C'est comme le personnel à la buanderie, il faut bien qu'ils lavent le linge. Enfin, c'est partout pareil. Oui, je me considère comme militaire, mais comme là, en travaillant de nuit, tout ça, c'est vrai qu'on en oublie un petit peu. Mais après, dès qu'il y a un exercice ou quoi, ça nous remet directement dans le jus, quoi. T'as la boulangerie la plus bruyante de France? Bruyante, je sais pas, mais quand il y a les avions, oui. On les entend à Ponté. Et ouais, quand en fait, s'ils prennent le deuxième brin d'arrêt, c'est là que ça fait le plus de dégâts en boulangerie. Ouais. Ça vibre de partout. Ouais. Tandis que Thomas sort sa dernière fournée, sur le pont d'envol, les exercices continuent. À gauche 25. Ce soir, de jeunes pilotes vont tenter de se qualifier à l'appontage de nuit. En fait, pour eux, ça va être quasiment la même chose que de jour. Ils vont avoir la même attention de jour comme de nuit. Il faut juste qu'ils prennent un petit peu plus conscience. On a du mal à percevoir les distances et la trajet de nuit. Mais sinon, pour eux, ça va être exactement la même chose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bâton lumineux. Donc c'est ce qui permet de donner des informations aux pilotes et à l'ensemble du personnel se trouvant sur le pont. Donc là, c'est un vert, on a aussi un rouge. Et comme on a les petits drapeaux verts et rouges de jour pour les officiers de lancement, et ben là, de nuit, forcément, c'est remplacé par des bâtons lumineux. L'appontage, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué à faire et ça nécessite l'attention de tous pour le réaliser dans les meilleures conditions. Voilà. Pendant ces quelques journées, voilà, l'ensemble du bateau va travailler pour les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent réaliser cet entraînement à l'appontage qui est extrêmement difficile. Pétrole miroir 26 pour un Charlie 31. Tu es qualifié à l'appontage de nuit sur Falmarine. Bravo à toi. Il est content. Et on a un lien très proche. Dans le groupe aérien en particulier, comme je vous disais, c'est une cinquantaine de pilotes. Donc du plus ancien, moi, au plus jeune, il y a une forme de filiation, et bien sûr. Ce sont des amis qu'on n'a pas choisis, avec qui on passe beaucoup de temps, donc par définition, c'est une famille. En moyenne, l'émission du Charles de Gaulle dure 4 mois. 4 mois en mer, pendant lesquels tous les moments de détente sont bons à prendre. No fly morning. Il n'y a aucun aéronef qui va être en vol ce matin. Du coup, le pont est libre à la circulation. On fait ça à peu près une fois par semaine en mission. On descend tous les avions dans le hangar. On organise plein d'activités sur le pont d'envol. Des fois, on organise des repas carrément à côté des avions. En 2024, le Charles de Gaulle a franchi le canal de Suez pour sa mission la plus lointaine. Mer Rouge, océan Indien et Pacifique. Le porte-avions et ses 42 000 tonnes de diplomatie, selon l'expression consacrée, sont allés s'entraîner avec tous les partenaires de la France, à 10 000 km de la métropole,
jusqu'aux confins de la mer de Chine. L'enjeu, c'est de se rendre compte que le barycentre, le centre de gravité des échanges sur la Terre, se déplace vers cette zone. On a l'habitude de dire que plus de 60% du PIB mondial se concentrera autour de cette zone dans les années 2030. Il faut à la fois promouvoir nos intérêts, défendre nos concitoyens dans les territoires ultramarins et s'intéresser à cette zone qui devient stratégiquement de plus en plus importante. Le nom à ne pas prononcer, c'est celui de la Chine. De peur que l'Empire du Milieu ne se sente agressé dans ses eaux où Pékin affiche ses prétentions. Officiellement donc, ce périple du Charles de Gaulle jusqu'aux antipodes vise à réaffirmer la volonté commune de préserver un espace indo-pacifique libre, ouvert et stable. Il faut dire que grâce à ces territoires sur les 5 océans et son 1,5 million de citoyens ultramarins, la France possède le 2e plus grand domaine maritime au monde. Un monde de plus en plus soumis au rapport de force, dans lequel posséder un porte-avions est un atout dont la France n'entend pas se priver. Le LH est parti là. Prochain mouvement 14h30, correct? Le successeur du Charles de Gaulle va bientôt entrer en chantier. Il n'a pas encore de nom, mais il a déjà un profil. Plus long et 2 fois plus lourd que le Charles de Gaulle. Il emportera plus d'avions. De quoi rivaliser avec les mastodontes américains. Sa construction va coûter 10 milliards d'euros et sa mise en service est prévue pour d'ici à 2038. De l'avis de tous les spécialistes, pour être crédible, il en faudrait 2. Un choix difficile en ces temps de disette budgétaire, mais que pourrait bien imposer la brutalisation du monde qui vient.